Dans la vidéo d'aujourd'hui et dans les vidéos qui suivront dans cette série qui s'appelle la cuisine des composites, on va essayer de voir ensemble les analogies qu'il y a entre effectivement la cuisine ou la pâtisserie et les matériaux composites et leur procédé de fabrication. Pourquoi la cuisine? Parce que la majorité des personnes ou des débutants dans le domaine des composites ont déjà été exposés à la cuisine, à la nourriture, aux techniques de cuisson, aux techniques de manipulation des ingrédients, etc. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il y a énormément de points communs entre la manipulation des aliments et la manipulation des matériaux composites. Pour donner des exemples, on va retrouver des techniques similaires pour le mélange des résines, les éléments de pâtisserie, lorsqu'on va mesurer précisément tel ou tel ingrédient. On va également retrouver des techniques similaires durant la cuisson. Par exemple, est-ce qu'on va effectuer une cuisson sous vide avec certains cycles de température, monter en température, refroidir, etc. Et c'est vrai que les matériaux composites et la cuisine partagent énormément de points communs, ce qui fait que cette série de vidéos va être particulièrement facile à adopter pour des personnes qui ont quelques bases en cuisine mais qui ne connaissent par exemple rien aux matériaux composites. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on va montrer quelles sont les similarités entre la cuisine d'un côté et les matériaux composites de l'autre. Alors dans un premier temps, pour atteindre les objectifs de fabrication, que ce soit d'un plat ou d'une pièce en composite, on aura besoin d'ingrédients ou de matériaux. On aura également besoin de les travailler. Donc c'est ce qu'on va appeler la mise en œuvre, la mise en forme des produits. Donc dans un secteur, pour la cuisine, on va travailler les aliments et on va également travailler les techniques de cuisson, d'assemblage, etc. Et dans le composite, on va également travailler donc les matériaux, les mises en œuvre de ces matériaux, les températures de cuisson, les cycles de cuisson, etc. On parle de cuisson d'ailleurs également dans le composite, ce qui est encore une fois une similarité avec la cuisine. Et ensuite, une fois qu'on a travaillé ces aliments, il va falloir les servir, il va falloir les préparer pour être dégustés, pour être mis en valeur encore un peu plus. Et cette étape-là, finalement, pour les matériaux composites, c'est tout ce qu'on va appeler la finition, donc qui va être principalement de poncer ou sabler les surfaces, préparer pour une peinture et éventuellement rajouter donc peinture, des éléments graphiques ou même d'assembler avec d'autres composants, que ce soit en composite ou d'autres matériaux. Donc à travers la série, on va à la fois discuter techniques, par exemple vis-à-vis des matériaux, vis-à-vis des ingrédients et des matériaux, leurs similarités, etc. Mais on va essayer aussi d'avoir quelques exemples beaucoup plus pratiques, où on va mettre en œuvre quelques matériaux composites pour fabriquer des pièces relativement simples que tout le monde peut reproduire chez soi avec le minimum d'équipements possible et souvent des équipements qui pourraient être retrouvés littéralement dans des cuisines. Donc c'est parti, première étape, les matériaux. Donc les matériaux composites, qu'est-ce que c'est? C'est au final au moins deux matériaux qui sont non miscibles, donc qui ne vont pas se mélanger l'un dans l'autre, tout comme par exemple un sirop avec de l'eau. Ça ne serait pas considéré comme un matériau composite. Par contre, qu'est-ce qui pourrait l'être? Ça serait des spaghettis avec une sauce carbonara. Pourquoi? La sauce et les spaghettis vont être à la fois mélangés, mais on pourrait au final les séparer l'un de l'autre et retrouver les propriétés à la fois de la sauce et des pâtes. Par contre, les deux ensemble forment un plat qui va nous intéresser parce qu'on va retrouver les différentes saveurs, les différentes textures, etc. C'est exactement la même chose pour les matériaux composites, dans le sens où on va avoir généralement au minimum une résine et des fibres, donc on va voir pourquoi par la suite, mais la résine ne va pas fondre, ou les fibres ne vont pas fondre au contact de la résine et se mélanger ensemble. En effet, on va vraiment utiliser les propriétés des fibres à leur avantage et les résines également à leur avantage. C'est pour ça que les matériaux composites sont au moins composés de deux matériaux, mais généralement on va retrouver beaucoup plus de matériaux au sein d'une même pièce. Ces matériaux vont être soit des résines, mais aussi des additifs, des fibres différentes. Donc on entend souvent parler de fibres de carbone, fibres de verre, Kevlar, etc. On va voir ce que sont ces fibres, mais on va également pouvoir retrouver des inserts métalliques ou encore des noyaux en mousse
en bois, etc. pour essayer d'optimiser, de récupérer le maximum de propriétés mécaniques, physiques, chimiques de ces matériaux et les utiliser à notre avantage. Dans la cuisine, c'est exactement la même chose que lorsqu'on va rajouter des épices, différentes textures que l'on va travailler sur différents produits afin de créer quelque chose d'un peu plus complexe qu'un plat simple qui aurait pu être composé de seulement 1 ou 2 ingrédients. On va pouvoir classifier les matériaux composites en 2 grandes sous-familles, les thermoplastiques d'un côté et les thermodurcissables de l'autre. Alors, ces termes paraissent un peu barbares à premier abord, mais au final, ils sont relativement simples à comprendre et on va vite voir, encore une fois, les analogies avec la cuisine. Donc, les thermoplastiques, eux, sont des matériaux composites qui réagissent à la chaleur, thermo, et plastiques qui ont un comportement plastique, donc lorsqu'exposés à la chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont avoir tendance à fondre lorsqu'on les expose à de hautes températures et à durcir lorsqu'on redescend en température. C'est exactement le même comportement que par exemple du chocolat ou du beurre. On va monter en température, le chocolat va fondre, on va refroidir, le chocolat va durcir. Finalement, les matériaux composites thermoplastiques, ce sont des assemblages que l'on pourrait retrouver littéralement dans des plaquettes de chocolat, où on va avoir des inserts de cacahuètes, des coulis, des morceaux de fruits, etc. Où on va mélanger les inserts, donc pour nous par exemple des fibres, la résine thermoplastique, ici le chocolat, mélanger le tout, le faire chauffer pour faciliter la mise en forme, et ensuite refroidir une fois que la forme désirée est obtenue. Une fois que qu'on est revenu à température ambiante, on obtient donc un mélange qui nous convient et qui est utilisable à cette température-là. A l'inverse, les composites thermodurcissables, eux, ont un comportement différent à la chaleur. En effet, comme on peut le trouver dans le mot, ils vont durcir lorsqu'exposés à la chaleur. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une réaction de polymérisation qui vient créer des chaînes 3D finalement entre les molécules de résine thermodurcissable, mais qui ont un comportement très similaire finalement à ce qu'on va retrouver dans les œufs. En effet, lorsqu'un œuf est à température ambiante sans avoir eu aucun cycle de cuisson auparavant, l'œuf est liquide, fluide et peut bouger n'importe où dans l'espace. Une fois que l'on va appliquer de la chaleur et qu'on va dépasser le point de réaction de la protéine chez l'œuf, donc 62 degrés, à partir de ce moment-là, l'œuf va durcir et il sera impossible de le faire revenir à un état liquide. Plus on va appliquer de la chaleur et plus il va durcir jusqu'à potentiellement, éventuellement, se dégrader, brûler. Donc finalement, si on devait catégoriser ou réellement réidentifier les familles de composites, on aurait les thermoplastiques qui seraient des ingrédients, des plats à base de beurre, de chocolat, etc. Et les thermodurcissables qui seraient des omelettes. Alors dans les résines thermoplastiques, sur lesquelles on ne va pas forcément insister pour plusieurs raisons. La première étant que ces résines ou ces matériaux composites thermoplastiques sont beaucoup plus difficiles à travailler à une échelle individuelle. Ils demandent énormément d'équipements industriels, des montants en température qui sont complexes à obtenir à la maison et qui au final sont réservés à des applications relativement spécifiques que l'on ne va pas rencontrer au quotidien. L'objectif de cette vidéo, de cette série de vidéos, étant de pouvoir amener les matériaux composites à la maison, de parler des matériaux thermoplastiques, s'éloignerait vraiment de l'objectif principal. Donc on va aujourd'hui vraiment mettre l'emphase sur les matériaux thermodurcissables. Et quand on parle de matériaux thermodurcissables, de résines thermodurcissables, les résines qui nous viennent en tête en premier et qui sont disponibles relativement facilement dans n'importe quel centre de bricolage, etc., vont être les résines polyester et les résines époxy. Donc si vous n'avez pas vu les différentes vidéos sur les résines polyester et les résines époxy qui sont disponibles sur la chaîne sous la forme de vidéos très courtes d'1 minute qui expliquent les caractéristiques principales de ces résines, on va faire ici un récapitulatif rapide de leurs propriétés, où est-ce qu'elles sont utilisées et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des résines qui tiennent nos fibres ensemble. Donc les résines polyester sont les résines les plus accessibles
au grand public et qui sont utilisés dans de nombreuses applications, on va dire bas de gamme, comme les pièces de carrosserie, les réparations de bateaux, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des résines qui sont peu chères à fabriquer, ont des propriétés mécaniques, chimiques et physiques plus faibles que les résines époxy. Le gros avantage de ces résines, c'est qu'elles réagissent, c'est qu'elles polymérisent très rapidement. En effet, ces résines sont déjà préaccélérées, donc ce que ça veut dire, c'est qu'elles contiennent à la fois de la résine, un solvant, un accélérateur, qui est généralement du cobalt, et on va retrouver par la suite, en petite dosette, un catalyseur qui est un peroxyde, qui lorsque mélangé avec la base de résine préaccélérée, va réellement déclencher le phénomène de polymérisation. Généralement, le temps de travail de ces résines est vraiment de l'ordre de 5 à 20 minutes. C'est comme si on cuisait finalement une omelette avec une poêle déjà chaude. Il va falloir être très rapide une fois qu'on a mélangé, qu'on a versé l'œuf sur la poêle. Ici, une fois qu'on aura mélangé le catalyseur avec la résine préaccélérée, il faudra être rapide pour l'utiliser. Par contre, son prix étant relativement faible comparé à l'époxy, elle sera mise en avant lors de la fabrication de pièces de grandes dimensions et ou pour des grands volumes de production. En effet, comme elle cuit rapidement à température ambiante, il est donc plus facile de fabriquer des volumes rapidement. La résine polyester est donc souvent utilisée en combinaison avec de la fibre de verre uniquement. Pourquoi? Encore une fois, pour garder cet aspect à bas coût, de grands volumes, de grandes pièces, et pouvoir produire en grande quantité. La résine époxy, elle, est constituée d'une base de résine et d'un durcisseur. Lorsque le durcisseur et la base de résine se mélangent, elles viennent réagir ensemble et former un réseau 3D qui est donc thermodurcissable. Cela prend plus de temps qu'avec les résines polyester et on va généralement essayer d'accélérer ce phénomène de polymérisation en ajoutant de la chaleur qui va permettre aux molécules, aux monomères, de pouvoir se rencontrer plus facilement et d'interagir plus facilement les uns avec les autres. On va retrouver des propriétés mécaniques qui vont être meilleures que les résines polyester. Et c'est pour ça qu'on utilise généralement ces résines époxy en combinaison avec des matériaux qui sont un peu plus performants d'un point de vue ratio rigidité-poids. Donc on va généralement utiliser les résines époxy en combinaison avec des fibres de carbone ou d'aramide. Mais on peut tout à fait les utiliser avec de la fibre de verre et des hybrides carbone, verre, aramide. Étant donné que ces matériaux sont plus coûteux, on va vraiment essayer d'utiliser les résines époxy et les fibres de carbone par exemple sur des pièces dont les volumes sont potentiellement plus petits mais qui ont besoin d'un point de vue mécanique de meilleure performance. Encore une fois, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, ce qui fait l'avantage par exemple de la fibre de carbone, et on entend souvent parler, c'est vraiment ce ratio rigidité-poids qui en fait un des meilleurs matériaux lorsque l'on a besoin d'une application structurelle qui nécessite d'être léger. Pourquoi? Généralement, le poids est associé à l'inertie, donc pour toutes les pièces qui vont être en mouvement, on va essayer généralement, dans la majorité des applications, de minimiser ces masses en mouvement et donc l'inertie, soit pour mettre en mouvement l'objet, soit pour le ralentir. C'est pour ça que dans les automobiles, dans la course automobile, on va énormément utiliser de carbone pour remplacer les panneaux en aluminium ou en acier. C'est pour ça que, par exemple, dans les produits de sport, on a généralement un mouvement effectué par l'athlète et donc cette mise en mouvement et l'arrêt du mouvement vont demander de l'énergie aux athlètes et à nouveau avoir un objet qui est plus léger va diminuer l'inertie et donc être intéressant d'un point de vue performance. J'espère que ce premier épisode de cette nouvelle série vous aura donné envie de regarder la suite et n'hésitez pas, comme n'importe qui sur YouTube, abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt.